Chers auditeurs, bienvenue à tous sur Impossible n'est pas vrai. Pour ce prochain podcast, nous avons la chance d'avoir parmi nous une légende du football à vrai. Il s'appelle Pascal Pain. Merci Pascal d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invité, c'est un vrai plaisir pour moi. Merci Pascal. Écoute, on va débuter tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. Tu es originaire du Havre, tu as grandi dans le quartier des Neiges. Pour nous, voilà, tu es une légende vivante parce que y a beaucoup d'histoires sur toi dans le football, que tu as fait monter le hack. Il y a beaucoup de choses. Mais avant qu'on parle du haut niveau, je voudrais savoir comment tu as fait tes premiers pas de footballeur dans le quartier. Bien, j'ai commencé à l'AM Neige, je devais avoir 6 ans. J'ai commencé à l'époque, c'était catégorie poussin. Et dès petit, donc on me faisait jouer arrière latéral, mais on s'est vite rendu compte que j'étais souvent parti devant, donc on m'a vite placé plutôt en milieu offensif ou attaquant. Et en poussin, j'évoluais déjà, on m'a fait évoluer avec les pupilles. Ensuite, quand je suis passé en catégorie pupille, je jouais le samedi après-midi avec les pupilles et le dimanche matin avec les poussins. Et ensuite, en montant de catégorie minime, pareil, je jouais souvent en catégorie au-dessus. Et arrivé à mes 15 ans, quand j'étais cadet, donc j'ai commencé à évoluer avec les seniors puisque le club a demandé à ce que j'ai le double surclassement. Et j'ai évolué avec l'équipe senior des Neiges, j'avais 15 ans, donc déjà en promotion d'honneur, puis ensuite on a accédé à la DHR et ensuite à la DH, donc avec une belle équipe de footballeurs, de vrais footballeurs. Merci Pascal. C'est incroyable, tu vois, c'est se dire que tu as déjà un double surclassement et que tu as pu jouer avec tes seniors à l'âge de 15-16 ans. Voilà, tu as joué vraiment en club à l'AM Neige. C'est un club historique qui a formé de nombreux footballeurs. Et est-ce que tu jouais également dans le quartier? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui réussissent et qui disent oui, c'est vrai, j'ai pu jouer au sein d'un club, mais aussi beaucoup dans le quartier. Ça m'a permis d'obtenir des qualités différentes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être de certains endroits comme la place que tu as connue? Je savais que tu allais parler de la place, c'était vraiment un endroit où on se retrouvait à plusieurs. On faisait des matchs, quelquefois des matchs d'anthologie, notamment avec Nordine Rao, José Romo et d'autres que tu connais, Amida et compagnie. Franchement, c'était du haut niveau parce que techniquement, fallait être bon pour jouer sur cette place. Et on a eu beaucoup de plaisir à jouer sur celle-ci. Et je te disais tout à l'heure, hors antenne, c'est que moi j'ai réussi à en sortir et il y a beaucoup de joueurs qui jouaient sur la place qui auraient pu également être professionnels. C'est incroyable ces histoires parce que la place, ça reste un endroit qui est quand même magnifique et légendaire qui n'existe plus aujourd'hui. Tu vois, il y a une rénovation dans le quartier des Neiges et il y a beaucoup d'histoires sur cet endroit ou de recruteurs qui venaient directement vous voir jouer. Est-ce que c'est vrai ça, ces histoires-là? Apparemment, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde qui venait nous voir, dont des gens qu'on connaissait pas, qui n'étaient pas du quartier. Et je pense que c'est pas un mensonge, que c'est la vérité. Après, j'ai une petite anecdote aussi. À l'époque, ensuite, quand j'ai signé au WAC, donc j'étais professionnel. Je n'avais pas le droit d'aller jouer sur la place. Et quand je rentrais au quartier, c'était plus fort que moi. Il fallait que j'aille jouer avec mes potes et j'ai fait des matchs. Heureusement que les dirigeants du WAC n'étaient pas au courant parce que je me serais fait gronder. Excellent, la place, c'est sûr qu'on peut pas y résister. Et revenons sur ton parcours. Donc, tu as joué en senior, t'as dit en DHR, tu as fait monter le club au Neige. Tu l'as fait monter jusqu'à quelle division ce club de l'AM Neige? Moi, quand j'ai commencé à jouer en senior, donc l'équipe était en promotion d'honneur. Donc on est monté. À l'époque, on avait des sacrés déplacements parce qu'on allait quand même jouer du côté de Caen, du côté de Barentin. Et c'était quand même à la PH, c'était déjà un bon niveau. Ensuite, on est monté directement en DHR. Et en DHR, on a terminé premier. Donc le club monté en DH et c'est là que moi je suis parti donc au FC Nantes. Oui, le FC Nantes. Effectivement, tu arrives là-bas. Tu as connu un certain entraîneur, Jean-Claude Ciodo, si je me trompe pas.
et c'était vraiment le football total. Donc ça serait intéressant que tu nous en dises un peu plus. Oui, quand je suis arrivé au FC Nantes, c'est vrai qu'il y avait des structures là-bas, c'était impressionnant, parce que et c'était à l'époque la grande équipe du FC Nantes, avec Henri Michel, Maxime Bossis, et cette année-là, il y a eu l'arrivée de Vahid Halilhodžić, qui était aussi également un grand attaquant yougoslave. Et les méthodes d'entraînement m'ont surprise, parce que c'est la première fois qu'on faisait un début de saison sans aller courir en forêt, tout se passait à base de ballon, être tout en mouvement, que du ballon, que du ballon, que du ballon. Et c'est pour ça que je pense que on parlait du fameux jeu à la nantaise, parce que c'était que ça, que ça. Donc on en bouffait, comme on dit, mais on prenait plaisir à le faire. Ah, Nantes, ça reste quand même un club de très haut niveau, pareil, qui a formé d'excellents joueurs et qui est reconnu pour son football. On a une personne que tu connais très bien qui nous a raconté une anecdote de Nantes. Je vais te la faire écouter tout de suite. Si Pascal ne se souvient pas l'anecdote de cette fin de séance, il me cherchait partout dans la Jonelière pour repartir. Et j'étais dans le bureau à M. Ciodo, qui m'avait gentiment invité dans son bureau vestiaire pour discuter un petit peu du début de carrière de Pascal à Nantes. Et c'était extrêmement rare que M. Ciodo fasse rentrer quelqu'un dans son vestiaire. C'est pour ça que c'est un endroit où il n'a pas pu me trouver, parce qu'il n'aurait jamais pensé que j'y étais. Voilà l'anecdote, s'il ne se rappelle pas, on ne sait jamais. Comme tu dis, il est mort de rire. Oui, bah, l'anecdote, je m'en souviens encore très bien. C'est vrai que c'était après une séance d'entraînement que Didier, déjà, je vais y revenir pour dire que Didier, c'était quelqu'un qui était venu avec sa femme et sa fille une semaine pour m'aider à m'acclimater au FC Nantes, et ça m'avait fait très plaisir, ça m'avait touché. Ensuite, cette anecdote, c'est marrant, parce qu'une fin d'entraînement, je cherchais Didier partout, et finalement, il était dans le bureau du coach Jean-Claude Suodo. Un bureau où pratiquement personne ne rentrait, même pas nous, ou alors quand on était convoqués, quoi. Et ils ont parlé de je ne sais quoi, et ensuite Jean-Claude Suodo lui a proposé de choisir, il a ouvert son armoire, lui a proposé de choisir un maillot qu'il lui offrait. Et il a choisi un maillot, et Jean-Claude Suodo lui a dit bah écoute, t'as bon goût, celui-là il a gagné la finale de la Coupe de France, je ne sais plus quelle année, donc voilà cette anecdote. Voilà. Excellent, ah ouais, Pascal, c'est excellent. Merci pour cette anecdote, Pascal. Et en revenant sur toi, sur tes qualités, voilà, c'est toujours intéressant de savoir quel était le profil de chaque joueur. Et Didier, justement, va te décrire et tu vas nous dire si c'est la vérité ou pas. Le talent de Pascal n'est pas très original. C'était un joueur à qui tu ne pouvais pas prendre le ballon. S'il avait décidé que tu lui prendrais pas le ballon, tu lui prenais pas le ballon. Pascal avait un centre de gravité très bas dans la protection de son ballon. Et je me souviens de l'anecdote par rapport à son niveau. Du fameux match HAC-Mulhouse, il fallait une victoire du HAC pour accéder enfin en Ligue 1. C'était au printemps de la saison 1985 Pascal marquait un but d'anthologie contre Mulhouse. Et ça faisait 23 ans que le HAC attendait de retrouver l'ADN de l'époque. 23 ans d'attente, c'est pour ça que ce but-là a beaucoup marqué le public lors de cet exploit. Alors c'est vrai que mes qualités premières étaient moi j'aimais le ballon, j'aimais dribbler. J'étais attaquant, mais pas forcément un buteur. J'ai fait marquer énormément de buts, notamment aussi à Didier quand il était au Neige, et ensuite à mes collègues du HAC, Philippe Jacquet, Méric Rimaud, avec qui je m'entendais très bien. Mais c'était une de mes qualités de dribbler. J'ai des anecdotes où je me souviens encore, bon, j'étais au Neige, c'était pas en pro, mais me retrouver face à 3, 4, 5 joueurs, ça me faisait pas peur. Et j'arrivais à les éliminer. Et c'est vrai qu'avec mon centre de gravité bas, c'était très difficile de me prendre le ballon. D'ailleurs, il y a des enfants avec qui je jouais au Neige quand je venais chez ma mère, avec qui je jouais et qui essayaient de me prendre le ballon. Ils étaient une dizaine, mais ils n'y arrivaient pas. Donc, merci Didier. Et enfin, pour ce fameux match contre Mulhouse, c'est vrai que ça a marqué les gens, parce que ça fait 23 ans d'absence, mais il y avait 17 000 spectateurs, et c'était un truc de dingue, quoi. Quand j'ai marqué ce but, on me voit courir, me mettre à genoux, c'était pour me mettre devant mon père qui était dans la tribune à cette époque-là, à cet endroit-là. Et c'est un truc qui marque, je suis marqué à vie avec ce truc-là. Moi, j'ai pas connu ton but, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on en a beaucoup parlé.
Et voilà, l'ordre d'aujourd'hui est respect total pour ce que tu as pu faire. Déjà à la fois parce que tu étais vrai, mais aussi parce que tu nais des quartiers des Neiges et c'est une fierté pour un jeune footballeur des Neiges de pouvoir rendre content, heureux des milliers de supporters. Donc maintenant, revenons à ta carrière et au HAC. Là, on a parlé du but fantastique que tu as pu mettre pour faire monter le HAC en Ligue 1. Mais comment ça s'est passé ton intégration dans un premier temps, passer du football amateur des Neiges à celui de professionnel et tes quelques années au HAC? Peux-tu nous en dire un peu plus? Quand j'ai signé mon premier contrat stagiaire au HAC, c'était les bureaux du HAC étaient que boulevard de Strasbourg à l'époque. Il y avait 2 bureaux, le bureau du président Euro et le bureau d'Alain Blesseur. Donc on était 4 stagiaires, Noël Vido, Philippe Jacquet, Alain Calanova et moi. Il n'y avait pas de centre de formation qui existait à l'époque. Donc moi j'avais mon appartement, les gars avaient leur appartement et à cette époque-là j'allais m'entraîner avec ma mobilette. C'était au stade Auguste Delaune. Et l'entraîneur, c'était Yves Herbé. Et on s'entraînait avec les pros, puisqu'il n'y avait pas de centre de formation. Et à cette époque-là, il y avait encore Zarko Larevic. Pour les plus anciens qui se souviennent, il avait une main gauche à la place du pied. Il y avait Durkali, il y avait Abdel Jadawi. Et l'entraîneur était Yves Herbé. Et au niveau de l'acclimatation avec les pros, on a été super bien reçus. Tout se passait bien, il n'y avait aucun problème. Ensuite, l'année d'après, c'est Didier Noto qui est arrivé. Et là, changement radical, puisque Didier, c'était quelqu'un de vrai, d'ailleurs, paix à son âme, parce que j'ai appris qu'il était décédé récemment. Mais c'était quelqu'un qui nous a fait confiance à nous les jeunes, malgré que le HAC avait recruté des pointures. Il n'a pas hésité à les mettre sur le banc et à nous faire jouer dans l'équipe. Et c'est cette fameuse année où on est monté en D1, où les 2 premiers matchs avaient été perdus, et ensuite on est rentré dans le groupe. Il nous a fait jouer et on a gagné 13 matchs de suite, ce qui n'est pas rien. Et ensuite, vous connaissez la saison qu'on a fait, donc avec ce fameux match contre Mulhouse. Ensuite, il y a eu mes premières années D1, où là, je me suis dit, là, D1, c'est au-dessus. Mais bon, moi, confiance en mes qualités, donc je me pose aucune question. Et la première année de D1, au mois de novembre, petite anecdote que personne connaît encore peut-être, c'est que j'étais au classement des buteurs devant Jean-Pierre Papin à cette époque-là. Malheureusement, j'ai eu une blessure au genou, ligament du genou qui m'a éloigné des terrains pendant quelques mois. Et bon, après, j'ai dû terminer à 12 ou 13 buts cette année-là. Pour une première année, c'était pas mal. Et puis après, on a continué, encore 2 ans en Ligue 1, et puis après c'est la descente. Le départ de Didier Noto, l'arrivée de Pierre Mankowski, avec qui ça se passait pas trop bien, c'était quelqu'un de spécial. Bon, je rentrais pas trop dans ces petits papiers. Malheureusement, des fois dans le football, c'est comme ça, hein, quand vous êtes un petit peu dans le collimateur de l'entraîneur, même si vous avez du talent, vous jouez pas. Donc j'ai fait 1 an avec Pierre Mankowski et ensuite j'ai décidé de partir. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience avec l'équipe de France parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Oui, j'ai été appelé en équipe de France olympique pour pallier le désistement d'un joueur qui était Gérard Buchière, je crois à l'époque, qui jouait à Brest. Et donc cette première sélection, c'était on avait joué à Dijon contre la RDA à l'époque. Et donc le sélectionneur, c'était Roger Lemaire, et il avait fait appel à moi, donc j'ai été surpris et ravi. Et voilà, ça s'était bien passé. C'est quelque chose de différent, parce que là on joue pour notre pays, donc quand vous avez la Marseillaise et que vous avez le coq sur le cœur, ça fait un petit peu drôle. Et ensuite j'ai été rappelé une seconde fois, donc à ce moment-là il y avait Alain Casanova aussi qui avait été appelé avec moi. Donc c'était pour aller jouer à Burgos contre l'Espagne. Je me souviens à l'époque, le gardien de but c'était Pascal Olmeta, il y avait Antoine Comboiré, Jean-Philippe Durand, Bruno Roux, donc il y avait quand même du beau monde. Et donc une fois de plus j'étais remplaçant, mais bon, Roger Lemaire m'avait fait rentrer, et donc j'avais marqué le but de la victoire, donc ça reste un très bon souvenir. Malheureusement par la suite j'ai pas été rappelé, donc voilà, mais de très très grands souvenirs.
Donc Pascal, fin de l'aventure avec Le Havre et tu décides d'aller dans la région parisienne et plus précisément au Red Star. Oui, tout à fait. J'avais décidé de partir du Havre parce que Pierre Mankowski me barrait un petit peu la route. Donc j'ai fait le choix du Red Star. Bon, c'est pas le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie, mais bon, après, comme on dit, faut rien regretter. Ça fait partie de ma carrière. Et donc vraiment, je garde pas un bon souvenir de ce club. Et voilà, c'est là-dessus que j'ai terminé après ma carrière pro, quoi. Et au Red Star, tu étais en 2e division, c'est bien ça? Oui, en 2e division, ouais. Ouais. Et avec l'entraîneur était Bernard Malicorne qui arrivait de Laval à l'époque, et on était au moins une quinzaine de nouveaux joueurs. Pas facile. Donc pas facile de démarrer la saison, mais pourtant, bon, au bout de 8 matchs, on devait être 12e, et bon, ils ont décidé de changer l'entraîneur. Et puis après, tout est parti un petit peu en cacahuète, quoi. Tu restes combien de temps au Red Star? Au Red Star, je fais qu'une saison. Et puis tu décides de revenir dans la région, c'est bien ça? Je reviens dans la région, mais plutôt en Basse-Normandie, où j'ai un ami qui tient une pharmacie et une agence de voyage qui me propose quelque chose d'intéressant, donc dans l'Eurne. C'était en promotion d'honneur, mais bon, un petit peu ras-le-bol du monde pro, je décide de faire une saison là-bas. Et puis bon, ça s'est bien passé, hein. C'était bon, d'arriver pro en PH, c'était un petit peu trop facile. Et donc ensuite, j'ai rebondi sur Fécamp. On bascule dans le monde amateur. Comment on est accueilli? Comment ça se passe sur les terrains? Pour ma part, ça s'est bien passé. Après, bon, il y a toujours un petit peu des jalousies ou des joueurs qui veulent montrer que ils sont aussi forts que vous, mais bon, ils n'ont pas été pros, ou quelquefois prendre des mauvais coups. Mais généralement, enfin moi, à mon époque, ça s'est bien passé, il n'y a eu aucun problème. Parle-nous maintenant de tes épopées à Fécamp. Alors, à Fécamp, j'ai fait 2 saisons avec Jacques Collinet, qui était un entraîneur super génial. Et là, j'ai retrouvé, c'était en Détroit, à l'époque, et quand même, c'était du haut niveau, puisqu'on avait quand même des matchs contre des réserves pro et tout. Là, j'ai retrouvé comme des sensations un petit peu de footballeur professionnel. Et on avait une super équipe. Et donc, j'ai fait 2 ans là-bas, dont la 2e année, on a terminé dans les premiers, ce qui a fait monter le club en national, puisque c'était la création du national. Peut-être des conseils aux jeunes sur une carrière, sur quels sont les sacrifices à faire. Avec ton expérience, c'est toujours intéressant d'écouter. Eh de toute façon, quand vous voulez être pro, faut se dire, bon, si ça dure 10 ans, 12 ans, faut faire mettre une croix sur, je dirais, pas sur les copains, faut continuer à les voir, mais bon, éviter de faire la fête, éviter des sorties, être sérieux, manger, faire attention à ce qu'on mange et tout. Tout ça, c'est hyper important au niveau, et plus encore maintenant. Donc, et puis, vous donnez 10 ans, et puis tout donner pour le football pendant 10 ans. Tu as joué en Ligue 1, Pascal, contre les plus grands joueurs. Tu as été en équipe de France. Est-ce que tu peux nous dire ce que le football t'a procuré? Je me suis rendu compte un petit peu plus tard tout ce que ça m'avait procuré, mais quand on est dedans, moi je suis toujours resté quelqu'un de simple. J'ai toujours eu les mêmes amis, j'ai les mêmes fréquentations, et honnêtement, ça m'a apporté la notoriété, quoi, d'être connu et reconnu. Mais moi, je rentrais sur le terrain pour faire un match professionnel comme moi je rentrais quand j'allais jouer avec mon club de la M-Neige. Pour moi, j'allais faire un match de foot et je donnais tout pendant 1h30. Le football, c'est un jeu. Donc il faut jouer, faut tenter des choses, faut tenter des trucs, même si ça ne réussit pas, mais faut vraiment se faire plaisir, tout donner, parce que les gens, quand ils viennent au stade, ils aiment bien que les joueurs donnent tout. Et franchement, c'est prendre du plaisir, ne rien regretter à la fin du match, se dire j'aurais dû. Non, faut faire. En parlant de football, comment tu vois son évolution? Moi, honnêtement, maintenant, je regarde très peu les matchs, parce que honnêtement, il y a des matchs, je me dis, je me fais chier, quoi. Et je préfère quelquefois regarder les féminines, parce que ça triche pas, ça joue. Et c'est ce que je reproche un petit peu au football de maintenant. C'est vrai qu'avant, ça jouait beaucoup. Moi, j'ai joué contre des équipes comme l'Olympique de Marseille, où il y avait des Chris Waddle, des Papin et compagnie. Pour ceux qui se souviennent de Waddle, le mec, il s'éclatait sur le terrain, quoi. Il prenait du plaisir et donnait du plaisir aux eux. Et pour moi, c'est ça le football. Et maintenant, c'est trop business, et
c'est dommage. Bon, on voit encore quand même des beaux matchs. Il y a des grands joueurs. Mais honnêtement, moi, je dis c'était mieux avant. Ah oui, bah, j'entends beaucoup ça. Est-ce qu'à ton époque, Pascal, il y a un joueur qui t'aurait vraiment marqué? Alors, un joueur que j'ai rencontré à l'époque et qui jouait au Matra Racing, quand Jean-Luc Lagardère avait monté sa fameuse équipe du Matra Racing avec tous les grands joueurs, qui avait pris Luis Fernandez, Olmeta, Lidbarski, l'allemand, et il y avait un joueur que personne ne connaissait en France et qui a fait une carrière extraordinaire après en France et en Italie, c'était Enzo Francescoli. Et franchement, ce joueur-là, il m'a vraiment épaté. Il avait des qualités énormes et une gentillesse. Ah oui, très très grand joueur, Enzo Francescoli. Et justement, t'as bon goût, Pascal, parce que Zidane est justement fan de ce joueur. Donc c'est pas un hasard, hein, c'est les grands joueurs qui apprécient les grands joueurs. On revient maintenant sur la Ligue 1 et bon, comme tu le sais, hein, il y a Messi qui est arrivé récemment, on a Neymar. Qu'est-ce que tu penses vraiment du niveau de cette Ligue 1? La Ligue 1, moi je trouve que maintenant c'est basé beaucoup sur le physique, quoi. On voit que des duels, on voit très peu, à part, mais bon, on va le voir avec Messi, quelqu'un qui prend le ballon, qui élimine 2-3 joueurs, mais on le voit très peu ça maintenant, même en Ligue 2. Maintenant je trouve que tout est basé sur tout est physique, que du duel. Et ça doit être... moi, je me vois pas jouer à cette époque. Pour conclure, Pascal, nous avons fait le tour de ta carrière. Et comme tu le sais, au Neige, il n'y a plus de terrain. Et ce club a fusionné avec l'US Tafillerie pour devenir vraiment un club phare des quartiers sud du Havre. Est-ce que tu auras un message à transmettre? Bah déjà, pour ce club, j'espère qu'il va rebondir. Maintenant, bon, vous avez fusionné avec les Trifilleries. Donc, bon, c'est les quartiers sud. Hein, on est tous de la même famille. Hein, dans ces deux quartiers, on se connaît depuis des années. Bah, je souhaite que de la réussite. Au niveau des jeunes, que ça se développe et puis qu'il y ait du monde. Et je peux même te lancer un petit truc. Si jamais vous avez besoin pour l'école de football, mais que pour l'école de football, je suis prêt à donner un coup de main. Bon, bah écoute, magnifique nouvelle. On va se revoir très bientôt. Et moi, je voulais vraiment te remercier, Pascal, parce que, voilà, comme j'ai pu te le dire à plusieurs reprises dans le podcast, j'entendais beaucoup parler de toi à travers tous mes oncles, hein, qui m'ont parlé de toi, du quartier, des plus grands. À chaque fois, on évoquait ton nom. C'était une grande fierté. Et d'avoir partagé ce moment avec toi, ça m'a vraiment fait plaisir. Alors, un grand merci et on t'accueille les bras ouverts parmi nous. Et pourquoi pas. Merci à toi.